Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans votre épisode inédit spécial confession intime avec Monsieur Hérol Nussier. Et oui, ce soir, nous allons aborder l'ensemble de nos sujets durant cette saison d'Intimate Talk et nous pourrons faire un retour en arrière sur ces invités qui nous ont confié en toute intimité leur histoire et leurs témoignages. Alors, Monsieur Hérol Nussier, on a eu quand même pas mal de sujets très intéressants et toutes ces personnes finalement font partie maintenant de la grande famille Intimate Talk parce qu'ils ont réussi à dire certaines choses tout haut, à affronter leur peur, à affronter leur propre histoire et ainsi aiguiller certaines personnes qui sont dans les mêmes situations. Et même, c'est une forme de thérapie, de parler comme ça et de se confier et de confier tout ce que nous avons. Et moi, j'ai quand même des invités avec qui j'ai gardé contact et que je suis toujours. Hein, je demande toujours de leurs nouvelles et qu'ils ont vraiment, vraiment apprécié être en votre compagnie, avoir votre analyse psychologique vis-à-vis de leur histoire. Et selon vous, lequel qui vous a le plus marqué, en tout cas dans cette saison d'Intimate Talk? Oh, tellement, il y a tellement. C'est-à-dire que toutes les thématiques ont été importantes. Parce qu'on a vu que dans toutes ces thématiques, il y avait une souffrance humaine. D'abord, le courage. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le courage de venir parler de cette Tout à fait. difficulté, de sujets souvent tabous. Le courage et la confiance aussi, de pouvoir dire ça en disant que voilà, il y a une équipe en qui j'ai confiance, à qui je pourrais me confier, qui va m'écouter et qui ne va pas me juger. Donc savoir qu'on a aussi une vision, je dis, respectueuse des humains et qu'on a une forme d'amour aussi. C'est une forme d'amour, ça. Tout à Que fait. de La s'occuper des gens, tolérance. voilà, la tolérance, l'amour, de faire en sorte que les invités, ben justement, ils savent qu'ils peuvent se confier parce qu'on ne les juge pas, parce qu'on ne va pas avoir une opinion négative d'eux. On va au contraire les écouter avec bienveillance, on va les aider, on va les accompagner. Donc c'est ça surtout qui pour moi est important, quels que soient les thèmes que l'on a abordés. Tout à fait. Et d'ailleurs, les retours que j'ai eus de cette émission des téléspectateurs, c'est vraiment cette bienveillance et se retrouver en fait. Là, on a eu la chance d'avoir des invités qui ont eu ce courage, mais il y a plein d'autres dans les mêmes situations qui n'arrivent pas à exprimer, ne serait-ce qu'à leurs proches, ce qu'ils ressentent. Oui. Et vraiment, c'est comme une forme de guérison. Se dire, ah, mais finalement, je ne suis pas seule. Je C'est ne suis ça. pas seule, je ne suis pas toute seule dans ce problème. Je peux, si lui, il arrivait à vaincre ses peurs et à vaincre ses difficultés, moi aussi, je peux le faire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, Monsieur Ronissier, moi, j'ai particulièrement été soucieuse du témoignage de Al Pacman, le premier invité que j'ai eu, qui parlait de sa maltraitance, de son enfance, où il a été maltraité, qu'il s'est réfugié dans la peinture. Et c'est grâce à ça, dans le dessin, qu'il a pu s'en sortir. C'est quand même impressionnant. Hein. Oui, c'est impressionnant. Donc, on voit d'ailleurs, c'est ce qui est important, la notion de résilience, qu'on aborde toujours. On l'a vu d'ailleurs avec justement notre invité avec ses doubles nationalités, qui elle aussi a pu dépasser la souffrance qu'elle a vécue dans son enfance pour faire quelque chose, je dirais, de plus beau. Parce que finalement, dans une relation de couple, elle a pu s'épanouir, mais c'est aussi parce qu'elle s'est bien investie. Par conséquent, ce qui je trouve, est formidable, c'est cette capacité de créativité chez l'être humain, alors même qu'on pensait que tout était fichu. Et je crois que c'est important ça, parce que souvent, on a tendance à désespérer en disant, mais non, mais je ne vais jamais pouvoir m'en sortir, alors que justement, il nous a fait voir comment. Alors, c'était pas facile, hein, il a bien Ah oui, expliqué comment c'était difficile, que lui-même se jugeait parfois difficilement, il pouvait être dur avec lui-même, mais que chaque fois, il faisait l'effort d'aller plus loin. d'aller plus loin, d'être, je dirais, de vivre avec amour aussi ce qu'il fait, ce qu'il crée, avoir envie de s'exprimer, mais fortement. C'est une espèce de violence finalement contre soi pour essayer de sortir ce qu'il y a de meilleur en soi. Et ça, c'était important. Parce que souvent, on voit la violence comme étant quelque chose qui détruit, alors que lui, c'est une violence finalement pour faire l'amour qui a en lui sortir, faire la créativité sortir et l'exprimer aux yeux de tous, que tout le monde prenne plaisir finalement à ce qui initialement est une souffrance. Tout à fait. Mais les sujets qui reviennent souvent, hein, on le voit bien, hein, il y a beaucoup de souffrance par rapport au jugement des autres. Oui, Parce qu'on a pu aborder le thème de la grossophobie avec oui, notre fameuse Miss Laurie. oui, Nous avons aussi abordé le thème de l'homosexualité, qui tout est à quand fait. même encore tabou jusqu'à présent, même si ça commence à se décoincer un petit peu. Voilà, on sent vraiment que c'est encore tabou d'affirmer haut et fort, je suis homosexuel, j'aime me maquiller,
j'aime me transformer, voilà, c'est encore un peu tabou, en tout cas ici en Guadeloupe. Oui. Je ne sais pas ailleurs, mais en Guadeloupe, ici, c'est encore tabou. Et aussi sur le physique. C'est prédominant C'est ça. d'avoir autant de personnes qui souffrent parce qu'ils ont été jugés sur un physique, sur une condition physique, parce qu'il y a le physique en soi, mais les conditions physiques, parce qu'elle était victime aussi, elle avait un handicap. Et il fallait se battre. Alors, comment, moi, ça m'a touché ces histoires. Franchement, ça m'a touché. C'est pas pour vous, monsieur Nuissier, mais ça m'a touché parce que finalement, on peut tous être dans ce cas. C'est ça. Qui veut dire ma maman, moi, vous, le monteur, le caméraman, mes amis, ma grand-mère. On peut tous être dans ce cas de jugement physique et finalement se renfermer sur soi parce que on est jugé, mais jugé pas dans le bon sens. Jugé dans le mauvais sens, on te pointe du doigt, on te dévalorise, on te discrédite, on fait en sorte de te rabaisser pour que tu te sentes plus bas que toi. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces thèmes que nous avons abordés? On peut dire d'abord que l'influence sociale est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on est dans une société de l'apparence, du regard. Ce que l'on est au fond de soi, finalement, on doit le cacher. Tout à fait. On ne doit pas l'exprimer. Les gens aussi ne font pas l'effort d'aller voir ce qu'il y a derrière l'apparence. On peut avoir une belle façade, mais derrière être complètement pourri. Tout à fait. Par conséquent, il faut aller au-delà. Ou à l'inverse, on peut avoir une image négative et derrière avoir d'énormes ressources. Ah, oui. Par conséquent, il faut qu'on, dans notre société, on fasse l'effort d'aller au-delà de ce que les gens nous montrent, savoir ce qu'ils sont réellement, ce qu'ils ont au fond d'eux. C'est l'expression, c'est plutôt celles qui savent ça qui agir au monde. Essayer d'aller au fond de l'autre. Deuxième élément, ce qui est important par rapport à la question de l'homosexualité, arrêtons de juger les gens sur leur orientation sexuelle. C'est-à-dire, on peut être très bien un professionnel brillant et être homosexuel. On peut être un professionnel nul et être homosexuel. Par conséquent, on ne doit pas juger les gens sur l'orientation sexuelle parce que ce n'est pas ce qu'est l'individu. C'est-à-dire que dans votre famille, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui vous aiment et qui sont autour de vous. Dans votre travail, c'est d'être performant, d'être compétent. Je veux dire que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel, ce n'est pas ça qui est important. Et je pense que ce qui a été important pour nous aussi, c'est d'expliquer ça. D'expliquer qu'on doit prendre les gens par la globalité, non pas par un élément, et en le jugeant l'élément que l'on juge le plus négatif. Tout à fait. C'est comme si je ne prends, je dirais, le défaut de quelqu'un, mais voilà, vous êtes ce défaut-là. Alors qu'en réalité, on a des défauts, mais on a aussi des qualités. Et surtout, ce qu'il faut, d'ailleurs, c'est notre pratique, c'est de valoriser ce qu'on sait faire, valoriser les qualités de tout un chacun, montrer ce qu'on est capable de faire et d'aller jusqu'au bout. Et pour nous, c'est extrêmement important de valoriser ses compétences parce que justement, les individus se sentent mieux, évoluent mieux, et puis la société même évolue mieux. Tout à fait, parce que les gens se sentent bien, donc fournissent le meilleur d'eux-mêmes, n'ont pas besoin de se cacher forcément pour être acceptés. Ainsi, on a vraiment des individus qui excellent dans leur fonction, dans leur être, et ça, c'est impressionnant. Effectivement, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup, et ça m'a marqué parce qu'en fait, on est vraiment dans une société d'apparence, et malheureusement, c'est tout dans le m'as-tu vu, et on ne cultive pas justement les valeurs, tout ce qui était avant, les morales d'avant, qui faisaient de nous des êtres brillants. D'ailleurs, c'est ces morales qui ont fait des hommes brillants, des femmes brillantes. Et je pense qu'il y a une négligence sur ça. D'ailleurs, je ne sais pas, il y a une citation qui dit tu feras 10 fois du bien et tu feras à la 11e fois du mal, on va retenir que le mal que tu as fait. Oui. C'est impressionnant de voir que finalement, on va toujours retenir le négatif de la personne et on ne va jamais se dire, mais elle a fait quand même tout ça de bien, hein, quand même. C'est quand même dommage. Hein. C'est dommage parce qu'en réalité, ce que l'on oublie, c'est d'essayer de faire en sorte de donner le meilleur de soi-même, de rechercher que les autres donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais que nous-mêmes donnons le meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire que par conséquent, cultivons cette excellence qui fait que la société va mieux se porter parce que tout le monde va aider l'autre à faire au mieux. Et chacun va donner le mieux de ce qu'il est capable de produire, et c'est vers ça qu'on va vers l'excellence. C'est-à-dire que si on commence à s'observer en regardant le défaut de l'autre, on n'avance pas. Par contre, si on constate que l'autre a des potentialités, qu'on l'aide à les développer,
alors soi-même, ça nous oblige à faire l'effort. Je crois qu'il y a un peu une espèce de paresse qui est assez excessive, qui n'est pas d'ailleurs spécifique à notre société guadeloupéenne. De manière générale, aujourd'hui, on est dans une Tout espèce de à paresse. fait. Finalement, les gens se suffisent à eux-mêmes, ils ont quelque chose, mais ça Oui, ça suffit. suffit. Alors qu'ils doivent cultiver justement cette fameux le texte de Voltaire, cultivons notre jardin, essayons d'être plus demain. D'ailleurs, on confond souvent compétition et émulation. La compétition, c'est tout faire pour arriver, y compris détruire l'adversaire. Alors que l'émulation, c'est faire chaque jour plus et mieux ce qu'on est capable de faire soi-même. Et par conséquent, si chacun de nous est dans l'émulation, ben, on va progresser tous ensemble. Alors que dans la compétition, on va se couper la tête les uns les autres et on va empêcher les autres d'avancer. Donc soyons dans l'émulation, soyons dans une société qui fait en sorte qu'on avance ensemble. On n'est pas obligé d'avancer au même rythme, mais avançons tous, allons vers le même Tout à but, fait. vers une avancée, au lieu de chercher à empêcher les autres d'avancer. Tout à fait. D'ailleurs, juste un petit clin d'œil à notre invité, Lums Déco, qui Oui, réussit, qui justement a pris son courage à deux mains pour créer son tout à entreprise fait. et qui a trouvé sa voie malgré son statut de mère au foyer. Elle s'est dit non, il faut que j'aille plus loin que ce que je ne suis aujourd'hui et je vais faire ça parce que j'aime les enfants et j'aime voir les gens heureux, j'aime voir les gens piocher dans les bonbons. Bien Et elle a sûr. décidé de faire des compositions florales de bonbons et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est très heureuse. Elle m'appelle tous les jours. Alors, franchement, moi, je suis contente. Hein, je commande tout le temps maintenant. D'accord. Donc voilà. Bien En tout sûr. cas, Monsieur Niché, on peut dire que cette saison, quand même, on a eu des invités très intéressants. Bien sûr, c'est intéressant. D'ailleurs, ce qu'on a vu aussi, que dans l'entreprise, on tâtonne, ça marche pas, mais chaque fois, on essaye. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, le véritable chef d'entreprise, c'est celui qui fait l'effort d'essayer, même s'il se trompe, mais il va essayer autre chose, mais il va avancer. Et acceptons aussi de nous tromper, parce qu'on veut toujours faire tout de suite quelque chose de brillant, alors qu'en réalité, la perfection arrive de manière progressive et avec tâtonnement, essai, erreur. On a réussi, on continue. On a échoué, on arrête, on fait autre chose. Acceptons l'idée que l'homme est perfectible et que tout ne doit pas être parfait d'un coup, ou que si c'est pas parfait, c'est que c'est nul. C'est un peu plus compliqué que ça. Essayons d'aller dans la finesse, dans quelque chose de pointu, en avançant toujours et sans cesse. Ah ben, merci, Monsieur Hérol Huissier. Donc, dans ce spécial Ultimate Talk, nous avons fait cette petite rétrospective sur nos invités. Ouais. Mais maintenant, nous allons parler de vous. Donc, chers téléspectateurs, tenez-vous prêts. Ultimate Talk, c'est maintenant. Huissier, on a parlé de nos invités, mais on a envie de découvrir un petit peu plus sur vous. Vous êtes psychologue et justement, j'aurais voulu savoir dans quel cadre, dans quelle mesure on peut faire appel à un psychologue pour justement régler ou du moins mettre des mots sur certaines émotions ou sur certaines frustrations, pardon. Alors, en tant que psychologue, en fait, j'ai plusieurs casquettes, pas seulement de psychologue d'ailleurs, mais en tant que psychologue, on intervient d'abord pour les personnes qui ont effectivement une difficulté passagère ou qui dure depuis un certain temps, en tout cas quelque chose qui leur paraît insurmontable. Ça peut être une séparation, ça peut être une difficulté par rapport à un nouveau poste, par rapport à un nouveau challenge. Pour un chef d'entreprise, c'est de manager des hommes et des femmes. Et par conséquent, le rôle du psychologue, c'est d'être à côté de la personne pour lui permettre de prendre conscience de ses capacités, de les développer, de l'aider à le développer, de l'aider à aller plus loin. Donc par conséquent, c'est à la fois la connaissance de soi, bien sûr, mais c'est aussi le développement de ses compétences individuelles, qu'on soit particulier, qu'on soit entreprise, parce que nous intervenons aussi beaucoup dans les entreprises. Et notre rôle, c'est justement de faire en sorte que les gens qui travaillent dans l'entreprise travaillent de manière harmonieuse, développent leurs compétences et travaillent ensemble pour le bien de l'entreprise et pour trouver plaisir à travailler aussi ensemble et trouver un plaisir individuel à progresser. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous qui est important, développer des compétences individuelles, travailler en commun, prendre plaisir à faire des choses et progresser. Alors, à partir de cela, lorsqu'on fait appel à vous, à un psychologue quelconque, Oui. les gens ont toujours tendance à croire que le psychologue, ça met le doigt sur les problèmes. On se dit que le psychologue, voilà, il est là pour un petit peu écouter nos problèmes. C'est pas vraiment pour régler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire appel, mais Oui. ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils se disent, ah, mais si je dis que je vois un psychologue, ils vont me prendre pour un fou. C'est ça. On se dit tout le temps, si tu vois un psychologue, c'est parce que tu as déjà un grain ou que vraiment tu es dans une situation où tu ne peux pas gérer, alors que pas du tout. Ça peut être, comme vous dites, un chef d'entreprise qui a envie de développer son charisme, sa gestion managériale. Et
les gens ont toujours tendance à croire ça. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire justement à ces gens qui ont envie peut-être de passer le cap, de faire appel à un psychologue ou à un sexologue, ou enfin à toutes ces voies qui permettent d'analyser la psychologie, mais Bien qu'ils sûr. ont peur, ils ont peur de passer le cap. Bah, la première chose, c'est qu'il faut savoir que faire l'effort sur soi, mais nous avons aussi une conception, on va dire, positiviste. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi dans ma pratique, c'est de dire aux gens, écoutez, on ne va pas partir sur vos défauts, on va partir sur vos qualités. On ne va pas partir sur ce que vous ne savez pas faire, on va partir sur ce que vous savez faire, de manière à ce que vous puissiez faire mieux ce que vous savez faire et que vos ressources personnelles, on va les développer ensemble. Je n'ai pas la baguette magique, je n'ai pas la science infuse, mais par contre, j'ai un savoir, une compétence qui vont faire que quand je vais vous écouter, je vais essayer de voir quelles sont les ressources que vous avez du mal à développer. On va les pointer du doigt ensemble, on va avancer ensemble. Par conséquent, il n'y a pas de jugement. C'est vrai que la psychologie est restée très souvent, très longtemps dans cette histoire de papa, maman, complexe d'Oedipe, etc. Bien sûr, ce sont des concepts qui existent, mais de manière dynamique dans le quotidien, c'est vraiment développer des ressources individuelles et travailler sur ce qui est positif et faire avancer les gens. Je veux dire que pas savoir ce qui les bride, mais les aider à avancer. Par conséquent, quand on a une vision positive des choses, automatiquement les gens trouvent rapidement des solutions et peuvent avancer. Et c'est vrai que très souvent, on a le sentiment qu'aller chez le psychologue, c'est ressasser toute sa vie, les problèmes, les ceci, les cela, alors qu'en réalité, on peut parler de ça, mais on peut parler de manière positive. C'est-à-dire que c'est à la fois ce que j'ai pas su faire, mais c'est surtout comment j'ai fait pour dépasser ces caps difficiles, pour arriver à m'en sortir. Parce que quand on vient chez le psychologue, on n'est pas désespéré. On a une souffrance certes qui est importante, mais on a déjà pu faire un bout de chemin seul. Par conséquent, le psychologue, ce n'est pas le gourou. Ce n'est pas celui qui va vous faire en une minute découvrir tout ce que vous êtes capable de faire, vous donner des compétences que vous n'avez pas. Par contre, il va vous accompagner, vous dire, écoutez, là, je pense que vous pourriez faire mieux. On peut faire ça ensemble, essayez de faire telle ou telle chose. C'est-à-dire qu'on va vraiment être dans quelque chose de l'ordre de l'accompagnement pour faire en sorte que chacun puisse développer ses ressources au maximum. Alors, monsieur Huissier, d'où vous est venue en fait cette passion pour la psychologie? J'ai vraiment envie de savoir, je pense que les téléspectateurs aussi ont envie de savoir vraiment, mais quand, à quel moment vous vous êtes dit, je vais être psychologue, je vais aider les gens à affronter leurs difficultés? Alors, la psychologie, en fait, est venue depuis très très longtemps dans le besoin de comprendre les gens. Quels sont les hommes? Que sont les individus? Les hommes avec un grand H, hommes comme femmes, évidemment. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont bien, mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont mal? Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis intéressé à l'expertise judiciaire. Je suis, comme vous le savez, expert judiciaire. Et je me suis intéressé au dysfonctionnement. Je me dis, mais jusqu'où l'homme est capable d'aller? Et je me suis aperçu, avec une expérience quand même de plus de 20 ans d'expert judiciaire, que l'homme est capable de tout faire. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer dans la cruauté, mais également dans la bonté. Par conséquent, c'est important de comprendre que l'homme est capable de ce panel, parce que l'être humain, finalement, est, comme disait Aristote, un animal social. Parfois, il est très, très animal, parfois, il est très social. Et par conséquent, j'ai eu besoin de comprendre un peu quels sont les ressorts qu'on met en place pour être capable du meilleur comme du pire. Donc ça a été vraiment cette première passion, comprendre les ressorts humains, ce qui motive les hommes à agir. Et puis par ailleurs, il y a aussi ce qu'on appelle, dans notre discours de psychologue, la fonction de réparation. C'est vrai que tous ceux qui sont psy ont besoin de dire, tiens, j'ai le sentiment que je pourrais aider les gens à aller mieux. Je n'ai pas la solution, mais je pourrais les aider parce que j'ai assez d'écoute, j'ai assez d'empathie, j'ai assez d'amour, j'ai assez de choses à partager avec les autres et par conséquent, j'ai envie que les gens aillent mieux et je pense que je suis capable de le faire. Alors évidemment, ça fait un peu prétentieux. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette envie de voir autour de soi que les gens aillent mieux et faire en sorte de contribuer à ça. Si on peut contribuer à ça, notre job, c'est ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, je m'aperçois dans le cadre de mon activité d'expert judiciaire, même quand je rencontre des gens qui sont d'une dangerosité absolue, je recherche toujours ce qu'il y a d'humain en eux, parce que je pense que si on commence à désespérer de l'être humain, alors le monde est fichu. Et notre rôle, à nous en tant que psychologues, c'est de faire en sorte que les gens sortent de la désespérance, que mettre l'amour par-dessus tout, faire en sorte que l'humanité demeure toujours, même derrière la plus grande cruauté, même derrière de ce qu'on pourrait penser qui serait de l'ordre de la monstruosité. Et notre job, c'est ça, rechercher la petite flamme humaine dans les individus et leur permettre de s'exprimer et de la développer, cette petite flamme.
Alors justement, vous avez parlé vraiment de ce côté du pire comme du meilleur. Oui. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des cas? Alors nous avons eu des invités, on va dire, qui ont des difficultés, mais ils n'ont pas atteint un degré, un état où ils ont commis le pire. Au contraire, ils ont dépassé leurs difficultés pour devenir meilleurs. Mais est-ce que vous avez le contraire? Des gens qui ont fait que de sombrer, ils ont donné le pire. Ça arrive? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai rencontré en tant qu'expert judiciaire, pas donc en Guadeloupe, parce que je fais l'expert judiciaire dans un certain nombre de cours d'appel de la France hexagonale, et j'ai eu effectivement à rencontrer des personnes qui avaient commis des actes extrêmement graves, qui sont d'ailleurs malheureusement par leur pathologie, leur difficulté de socialisation, sont quasiment incapables de vivre en dehors d'un hôpital psychiatrique ou de la prison, compte tenu du fait que ce sont des gens qui peuvent être d'un comportement tellement, je dirais, destructeur pour eux-mêmes et pour la société, qu'ils ne peuvent pas vivre dans une société, entre guillemets, normale. Et c'est vrai que, quelque part, c'est aussi douloureux, mais notre rôle, c'est aussi de leur dire ça, de leur dire que, vous savez, compte tenu de vos comportements, malheureusement, il est difficile pour vous d'intégrer une société. Mais eux-mêmes, d'ailleurs, finissent par le comprendre, parce qu'ils se disent, mais vous savez, avec le parcours, je pense notamment à quelqu'un que j'ai vu qui avait commis un certain nombre de crimes, qui me disait, mais vous savez, je pense que je ne peux pas vivre comme tout le monde. Je ne peux pas vivre ensuite comme tout le monde parce que je n'en suis pas capable. Et c'est vrai qu'effectivement, notre rôle, c'est justement de restituer l'humanité en disant, mais écoutez, même si vous avez du mal à vivre ou vous n'êtes pas capable de vivre dans la société, mais l'être humain en vous est capable de le reconnaître. C'est-à-dire que même derrière quelqu'un qui aurait commis le plus abominable des crimes, notre rôle, c'est de restituer l'humanité et que la personne puisse comprendre exactement cette part d'humanité. Une part de conscience de ses actes alors. Alors notre rôle, c'est justement de faire en sorte que la conscience puisse émerger. Vous avez des gens qui sont dans le déni complet. Ah, ok. Je veux dire, ce qui est assez surprenant, des gens qui ne sont pas forcément, n'ont pas de pathologie mentale. Vous avez des gens qui commettent des actes graves, qui, par exemple, qui détournent des milliards, qui vous disent, ben, écoutez, c'est pour le bien de la société, alors qu'ils ont détourné donc des milliards. Par conséquent, on se rend bien compte que ce qu'on appelle, si vous voulez, la cruauté humaine n'est pas forcément dans le crime le plus absolu. Ça peut être dans des détournements de tous les jours aussi. Voilà. Je veux dire que, et c'est ça qui me semble être important, c'est qu'on a toujours tendance à associer perte d'humanité avec un crime important, alors qu'en réalité, vous avez des gens qui commettent, je dirais, des larcins quotidiennement et qui sont dans le déni total de l'humanité de l'autre, en estimant que de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est prendre ce qui m'intéresse, prendre mon plaisir. Sans penser à l'autre derrière sans qui penser à l'autre subit et qui exactement, souffre. Exactement. Effectivement, en vous écoutant, je me rends compte en fait que il y a toujours le bon, il y a toujours le pire, mais qu'effectivement, dans notre vie de tous les jours, ça serait bien que personnellement, chacun d'entre nous, on puisse prendre conscience de nos actes vis-à-vis d'autrui, parce que peut-être que pour nous, dans notre conscience, on se dit, ah oui, mais c'est normal, c'est bon, ça voilà, j'agis normalement, mais en fait, on est en train de détruire l'autre à côté de nous. Et c'est de là que vient la cruauté humaine, c'est que par rapport à l'autre, peut-être que nous, pour nous, ça nous convient, on va se dire, ouais, mais le gars, il est mort, voilà, tranquille, bon, ça n'agit pas sur notre conscience personnelle, mais sur la conscience de l'autre qui subit le crime et qui voit le crime, ça peut la détruire complètement. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on juge souvent les actes, on doit juger d'abord les hommes. Et par conséquent, ce qui est important, c'est que quand on a un avis sur une personne, ce n'est pas sur ce qu'elle a commis, c'est sur la conscience qu'elle a de ce qu'elle a commis. Est-ce que pour elle, elle a conscience d'avoir commis quelque chose de grave qui affecte l'humanité entière, pas seulement elle et la personne victime ou sa famille, mais derrière son acte, qu'est-ce qu'elle a comme réflexion, comme analyse? Par conséquent, vous pouvez avoir des actes qui sont graves avec une analyse importante, des actes qui sont moins graves avec aucune analyse. Par conséquent, ce qui me porte en tout cas pour la personne que je suis au-delà du professionnel, c'est la capacité que l'être humain a à prendre conscience de ses actes et à les analyser pour faire en sorte d'éviter de se retrouver dans la même situation, mais se dire finalement j'ai fait souffrir quelqu'un ou plusieurs personnes et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour éviter de ça? Je peux comprendre les raisons pour lesquelles je le fais, mais surtout comprendre que ce qu'on fait aux autres. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est assez surprenant, c'est une espèce de comportement un peu presque glacial des êtres humains. Je fais quelque chose, les conséquences de ce que je fais, je m'en fiche royalement. Tout à fait, c'est assez surprenant. Alors qu'en réalité, on rappelait quand même que Rabelais disait « science sans conscience n'est qu'au ruine de l'âme ». Par conséquent, si on n'a pas conscience de ce que l'on fait, de la portée de nos actes,
c'est extrêmement grave. Ça veut dire que la société devient une société de malades. Parce que la vraie folie, c'est pas la psychose. La vraie folie, c'est de faire des actes où on n'a aucune conscience de leurs conséquences et où voire même on se fiche de leurs conséquences. Et ça, je crois que c'est extrêmement grave. On est dans une déshumanisation. Et c'est ça, justement, notre rôle, c'est de restituer l'humanité en disant, je vais écouter, mais ce que vous faites là, par exemple, je décide, je n'en sais rien, de dire, ben, tiens, je vais construire 1000 buildings ou 100 buildings. Ok, c'est bien, mais qu'est-ce que l'on en fait? Alors, évidemment, pour le giganticisme, c'est génial, mais quel intérêt ça a pour la population? Quand je prends une décision, je dois toujours me dire, et Sartre parlait de l'existentialisme en disant, mais écoutez, mais il faut penser à ça. Quand je fais quelque chose, c'est une incidence sur les autres. Donc, quelle incidence ça a sur les autres? Qu'est-ce que l'incidence que le comportement des autres a sur moi? Ayons toujours ce double regard. Ce que je fais, pas en termes de bien ou pas bien. Bien évidemment, il faut que me faire le bien que le mal. Bien sûr. Mais ce que je fais, quelle incidence ça aura sur les autres? Réfléchissons aussi à ça. Cessons d'être des robots, des gens qui agissent simplement parce qu'ils estiment que c'est bien, que c'est juste pour nous. Oui, mais pour vous, c'est juste. Mais est-ce que pour ceux qui sont autour de vous, est-ce que c'est juste? En fait, il faut Voyons juste garder un juste milieu. Parce qu'il faut effectivement prendre conscience qu'il y a autrui à côté, mais il faut aussi prendre conscience de soi. Parce qu'on peut s'oublier pour autrui. Exactement. Et avoir justement le revers de la médaille. C'est qu'en s'oubliant pour autrui, on s'oublie soi-même. Et on peut tomber dans la paranoïa, la dépression et tout. Et le revers aussi, c'est que de ne pas prendre assez conscience d'autrui qui est à côté de nous et de nos actes et des conséquences que cela engendre, ben, ça crée tout l'effet aussi contraire. C'est impressionnant, hein? C'est vraiment un juste milieu des choses, en fait. Ce qui manque, c'est quand même ce que vous avez dit là, ce que vous avez développé. Je prends l'exemple de l'abbé Pierre. Le film Hiver 54 en parle. L'abbé Pierre, qui est député, issu d'une famille riche, dit, mais écoutez, c'est pas possible de vivre dans un pays où il y a des gens qui meurent de faim. Je remets mon mandat de député, je décide de créer donc Emmaüs. Je crois dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. On a plutôt l'inverse. On a plutôt l'inverse. Et je pense que ceux qui souffrent pour les autres sont plutôt rares. Ceux qui profitent des autres sont plutôt nombreux. Et je pense que justement, il faudrait, comme vous avez dit, qu'on inverse le rythme en disant, mais pensons un peu plus aux autres. Arrêtons de penser uniquement à nous. Qu'est-ce que les autres vont devenir si j'agis comme ça? Qu'est-ce que je vais devenir en agissant? Et puis, accepter aussi de se regarder de temps en temps dans le miroir. Ce que j'ai fait, je fais un bilan. Ce que j'ai fait, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce qui n'a pas donc été bien? Qu'est-ce qui a été bien? Ayons toujours cette notion de se remettre en question. Je pense que ça, c'est extrêmement important. On n'a jamais tout fait bien, on n'a jamais tout fait mal. Oui, l'erreur est humaine de toute façon. Exactement. Mais le mieux, c'est de toujours se remettre en question. Exactement. Pour essayer d'avoir une meilleure version de soi-même et de toujours se dire, ben là, je me suis peut-être trompée, j'aurais dû faire ça comme ça, mais je prends conscience en fait que mon acte, sur le moment, n'a pas été celui qu'il fallait. Exactement. Tout simplement. Exactement. Et je pense que c'est vraiment important. En tout cas, monsieur Hérold Nuissier, merci. Merci, on arrive à la fin de notre émission spéciale avec vous. Et merci encore pour cette saison magnifique d'Intimate Talk. Et on se retrouve pour la saison 2. Hein? Exactement. Parce que la saison 2 arrive. On continue, on continue. On ne change pas une équipe qui gagne. Ah non, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre épisode inédit d'Intimate Talk. Et on se retrouve très bientôt pour la saison 2. Bye bye.